site du couvent des Dominicains. C'est un site dominicain de Nice. Google est votre meilleur ami. Alors Gilles, bienvenue dans cette ville de Nice, où tu as grandi dès ton enfance. Nous avons prévu cette journée, car c'est une journée, au couvent des Dominicains, c'est comme ça que nous l'avons présenté. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion du festival, Saint-Étienne de Tinée. Voilà, il y a ici Christiane qui nous a organisé. Donc voilà, et puis Christian Giraud qui était aussi partie prenante. Je remercie Madame Isabelle Vicentin qui représente Christian Estrosi, notre mère, ce soir. Merci beaucoup. Vous vous occupez des cultes en particulier. Merci d'être là. Donc, on en a parlé, on a concocté ça, l'idée, c'était vraiment, tu vas faire une conférence au CUM le 5 décembre, donc l'idée, c'était d'avoir un autre type de rencontre, on va dire plus intimiste, mais plus un peu entre nous, de manière à présenter vraiment le livre, et puis peut-être pouvoir écrire des choses que parfois, dans une très grande assemblée, on ne peut pas dire. Et voilà, donc nous venons de passer une journée avec les frères dominicains. Nous avons eu une belle rencontre ce matin qui a encore continué après le déjeuner. Voilà, et maintenant avec les amis du couvent, ceux que nous connaissons. Voilà, et donc un moment de rencontre avec toi, et en vue d'ailleurs peut-être encore d'autres choses sur le sujet. Voilà, alors je connais ceux qui sont venus ici, ils te connaissent. Rappeler peut-être que dans ton parcours, il y a donc ce grand intérêt pour le Moyen-Orient. La manière dont tu es spécifiquement intéressé au mouvement, on va dire aujourd'hui islamiste en règle générale. Je pense, tu as fait une présentation à la librairie Molla, et celui qui t'a présenté a dit qu'il a parlé du terme orientaliste, je crois qu'il est un terme qui te convient très très bien. Et voilà. Et donc, autour de ce livre, donc, je l'ai lu et avec une extraordinaire attention. Et je voudrais juste, en guise d'introduction, après je te donne la parole, je voudrais, c'est à la page 68, je voudrais dire cette chose-là. Tu parles du sommeil de la raison qui dure depuis le dernier quart du XXe siècle, rythmé par la berceuse. Ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour étudier l'islam en France. Et au nom de la science, tu dis un paisible endormissement d'une haute administration et de ses relais dans la classe politique. Voilà. Alors, c'est en fait quelque chose qui est, enfin, je ne dis pas en arrière-fond, mais qui est présent dans ce livre. Au fond, et c'est comme le titre Prophète dans son pays, c'est quelque chose chez toi qui est, au fond, d'être écouté, mais au fond, avec de très fortes résistances. J'en veux pour preuve l'article que j'ai lu maintenant avec attention, que vous m'envoyez, de La Croix. Je tiens à le dire quand même, parce qu'au fond, cet article de La Croix présente ce livre et ton travail en général, parce que avec l'idée qu'au fond, tu serais un peu dépassé, qu'il y aurait de quoi discuter, etc. Oubliant une chose importante, c'est que dans ton travail, tu te présentes et tu le fais, ce travail, c'est évident à la lecture, en universitaire, avec un souci d'objectivité, un souci, l'intérêt profond pour ce que tu as, avec une attention aux choses, et, je t'avais déjà dit, on a parlé, ce qui fait mon admiration, l'intérêt que j'ai pour ce livre, et c'est qu'il y a une grande honnêteté intellectuelle pour suivre cette recherche avec des axes que tu mènes au bout. Et notamment, tu le dis dans ton livre, l'esprit que tu dois à Max Weber, de cette neutralité axiologique, je ne vais pas ici entrer dans les détails, mais c'est-à-dire l'importance des grands mouvements, la lecture, sociologie, peut faire, et en même temps cet attachement aux valeurs, y compris les tiennes. Et ça, c'est important parce que le livre est aussi traversé de ton expérience, les difficultés que tu as pu rencontrer, et elles sont de taille, si je vais l'année 2016 quand même, on va en parler. Donc voilà, et ça fait vraiment l'intérêt de cette présence à ces questions qui ne sont pas simplement des présences extérieures, une sorte de lecture idéologique extérieure,
mais dans lequel les valeurs, vous savez que le terme axiologie vient du mot grec axion, qui veut dire donc l'estime qu'on a pour quelque chose. Et donc il y a des personnes qui, dans ce qu'ils vivent, estiment les choses. Pour eux, ça a une très grande valeur, et ça, tu le prends en compte, y compris ce que tu estimes pour toi important. Voilà. Alors, juste une chose au fond, pour commencer, et puis après, je crois qu'on va continuer. C'est, au fond, comment est né ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Voilà. Est-ce que je peux avoir l'exemple? Merci beaucoup, Marie. Merci au couvent des Dominicains, devant lequel j'étais souvent passé, mais dont je n'avais jamais osé franchir le seuil, de peur que l'aspersion d'eau bénite me pulvérise immédiatement au cri de Vader et trop Satanas. Et puisque, effectivement, comme je l'ai dit, je suis niçois de... Ça ne s'entend plus quand je parle maintenant, mais niçois d'éducation, en tout cas, puisque de l'âge de 15 jours jusqu'à l'âge de 4 ans à peu près, j'ai passé mon temps ici, dans ce quartier. Ma grand-mère était directrice d'école à Terre-Amat. Et tout à l'heure, je fais quelques pas sur la promenade en hiver, ensoleillé, et ça m'a rappelé la première photo que j'ai vue de moi-même. C'était une espèce de petit bonnet pointu dépassé d'une poussette, avec les femmes du Midi, chapeautées et en noir, qui promenaient devant la promenade des Anglais, ici, devant l'opéra, entre le Cume et l'opéra. Et donc, c'est toujours un moment très, très émouvant de revenir ici. Merci pour avoir accueilli celui qui n'est bien sûr pas prophète, puisque nul n'est prophète en son pays, nemo propheta et patria. Le titre est évidemment ironique. Et finalement, l'ordre dominicain correspond assez bien, un peu à une chambre d'écho assez opportune pour ce propos, puisque c'est un ordre prêcheur, et puis c'est un ordre qui est assez indépendant de toutes les hiérarchies, de toutes les structures, et même s'il est dans l'Église, il ne figure pas dans son institution, si j'ose dire. Et au fond, c'est un peu le problème d'arriver à mener si j'ose dire, une carrière universitaire sans être à la remorque des modes qui font les promotions, qui font les entre-soi, et qui considèrent que la carrière dans l'institution est plus importante que ce pourquoi l'université dans les sciences humaines et sociales a sa vocation, c'est-à-dire d'observer les transformations de la société et de tenter d'en fournir une intellection. Contrairement à d'autres, je n'ai jamais voulu construire un système, faire une mise en récit close et faire entrer ensuite la réalité dans des casiers que j'avais prédéterminés. Mais j'ai toujours été attiré par ce qui était paradoxal au sens grec, langue que nous aimons tous les deux, c'est-à-dire qu'elle est à l'encontre de l'opinion commune, qui est aussi une logique weberienne ou durkheimienne. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce type de sujet, par quoi je commence le livre, je vais vous lire la première page. J'étais un élève gauchiste au lycée Louis-le-Grand, à Cantilata, comme beaucoup de gens de ma génération. Et puis je suis tombé sur des articles du correspondant du Monde au Caire à l'époque. Je vous parle d'un temps que seuls les moins de 20 ans peuvent encore connaître, c'est-à-dire quand la presse avait le poids payé des salariés expatriés, on lisait des journaux, et qui avait fait une enquête sur ce qui se passait dans les universités égyptiennes, où le régime de Sadat, de Nasser, etc., était contesté au nom de Dieu par des étudiants barbus, et ce plus étonnant pour nous qui vivions dans il est interdit d'interdire, par des filles qui s'étaient entièrement voilées, ou niqabisées, etc., chose qui était à l'époque complètement incongrue. Aujourd'hui, je n'ai plus
dois m'expliquer tout ça, car Nice et le reste de la France en sont couvertes. Et donc, j'ai été surpris, je ne comprenais pas, ça me semblait très bizarre ce phénomène, et j'ai décidé d'aller voir. Et donc, j'avais la chance d'avoir un patron universitaire, Rémi Levaux, qui lui était plutôt un élève des oratoriens, qui j'étais aussi intéressé par ces questions, qui m'a permis d'avoir ce poste en Égypte, où j'ai pendant 3 ans étudié ces phénomènes. C'était très mal perçu, et par l'ambassade de France, les intellectuels qui considéraient que c'est un sujet qui n'existait pas, jusqu'au jour où Sadat a été assassiné par les gens même que je suivais alors que j'étais sur place. Et donc, d'une certaine manière, c'était la première manifestation de la prophétie, c'est-à-dire Vox in deserto clamans, tout d'un coup. Mais ça a passé son temps à se répercuter tout au long de ma carrière. Et quand j'ai décidé de publier ce livre, c'est parce que l'université me foutait dehors, parce que je n'étais pas woke. Et effectivement, le livre est sorti le 6 septembre. Donc, le journal des rédemptoristes que je citais tout à l'heure a expliqué que j'étais vraiment à côté de la plaque, que c'était fini l'islamisme politique, que Keppel, bon, c'était bon pour le passé, mais enfin, il avait sucré les fraises, il était temps de le mettre à la classe, on n'est pas. Et patatras, malheureusement pour les rédemptoristes, une autre forme de rédemption est arrivée, c'est-à-dire qu'un mois après, il y a eu le 7 octobre, c'est-à-dire alors ce mouvement que certains ont interprété comme un pogrom ou une forme d'holocauste, de Gaza, dans le sud d'Israël, moi davantage en termes de razzia. Donc ça veut dire que pour expliquer ça, ce type de concept, je l'inscris dans une histoire longue des représentations politiques de l'islam et de ceux qui en sont porteurs. Et depuis lors, le gars qui est... C'est l'esprit du mal. C'est au moment où tu as dit. Oui, c'est cette fois qu'il faut que je confesse. Ah non, je vais en enfer direct, mais avec la médiation du frère ici, peut-être sur le purgatoire, vous retirez avec le purgatoire. Voilà. On a eu très peur que je sois déterminé. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est précisément de construire cet aller-retour permanent entre le texte, le terrain et la réflexion, l'inscription dans une démarche de sciences sociales. Par exemple, dans ce livre qui couvre 40 ans, je me suis efforcé d'inscrire les évolutions de la mouvance islamiste dans un processus que j'ai appelé dialectique, si vous voulez. Une première phase qui est celle du djihad en Afghanistan, puis des djihads en Algérie, Égypte, Bosnie et Tchétchénie, entre 1980 et 2000 à peu près, qui était un djihad contre l'ennemi proche, qui a marché mais pas complètement. Une deuxième phase de la négation qui est celle d'Al-Qaïda de Ben Laden, qui s'en prend à l'ennemi lointain, dans le 11 septembre et le point d'incandescence, puis son reflux en Irak, et finalement une troisième phase de dépassement, d'une certaine manière, l'Aufhebung hegelienne, qui est celle de Daesh, avec une organisation réticulaire plutôt pyramidale, avec une adaptation au fait qu'on vit désormais dans le monde des réseaux sociaux, et non plus celui de la télévision par satellite, qui a conditionné la forme du 11 septembre, ni celui du livre qui avait conditionné les djihad précédents. Donc j'essaye de construire tout ça dans cette perspective globale et de m'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui, que j'ai en tout cas pour ce qui nous est arrivé en France, après le problème des Anglais, et jusqu'à notamment, un des exemples, c'est le drame qui s'est produit le jour d'anniversaire du prophète, le 29 octobre 2021, à Basilique, c'est-à-dire le poignardage à mort de 3 personnes par un type qui venait d'arriver de Tunisie et qui est passé sous ma maison à Mantoue pour venir à Nice. Donc, c'est ça que j'ai essayé de
construire, de mettre en perspective, en élaborant un récit qui est basé, qui est incarné. C'est-à-dire que c'est un récit personnel, c'est un récit à la première personne, où j'essaye de montrer ce que j'ai fait. Et j'essaie de faire un aller-retour, donc d'une manière, c'est aussi l'objectif est de créer une sorte de confort de lecture. Si vous voulez, c'est pas un livre universitaire comme tel, c'est le récit d'une expérience en train de se faire. Et pour vous en donner une idée, je vous lis la première page. Je peux peut-être signaler à l'ordre des dominicains que cette carafe fuit. C'est une métaphore biblique, non? Vous pouvez enchaîner par la carafe. Fuit, il y a pas quelque chose. Alors, celui qui trouve la métaphore a des points gratuits. Il faut faire par le pouvoir possible. Permettra de réparer. L'assassinat de Salat. Septembre 1980. Je vole en direction d'Alexandrie, à bord d'un ferry italien qui a appareillé à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire pour ma thèse sur les mouvements islamistes. J'ai 25 ans et j'inaugure mon impression. J'ai plongé dans l'inconnu, comme s'élance dans l'azur insondable le navire. Je sympathise sur le pont avec un jeune instituteur affecté à l'école française d'Alexandrie. Je l'envie. Son existence est tracée. Pourquoi ai-je précipité ma vie dans les aléas de cette fuite en Égypte? Je songe à reculer. Le bleu où se fondent la mer et le ciel m'angoisse. Pourtant, il n'y a pas de retour possible. Le bateau est parti. Enfin, la ligne étale que dessine la côte sableuse à l'horizon, scandée par les hautes cheminées de la cimenterie du Mex, me rasséréne. Nous perdons de vue à la douane avec mon compagnon de navigation, pour nous retrouver 36 ans plus tard. Il recouvrera ma trace en apprenant ma condamnation à mort, prononcée par un djihadiste de Daesh, et me rendra visite à Paris depuis les Charentes, où il coule sa thèse de retraite, m'apportant un sachet de berlingot salé, spécialité du cru. Et donc c'est un livre qui est délibérément donc écrit à la première personne, et puis écrit, c'est-à-dire que tout au long j'ai écrit une vingtaine de livres, et j'attache une grande importance à l'écriture. Avant ce livre-ci, j'ai écrit un livre littéraire qui s'appelait Enfant de Goël, qui tentait de comprendre ce qui était la part en moi qui n'était pas niçoise, qui vient de niçoise, c'est ma mère, qui vient de mon père, qui est le fils d'un homme qui est arrivé de Prague en 1907 à Paris pour traduire Apollinaire en tchèque. Et donc j'ai essayé de remonter cette filiation, en m'adressant à mon père, qui venait de passer 10 ans en maladie d'Alzheimer avant de décéder, à la seconde personne. Et c'est ça qui m'a permis, je crois, d'écrire celui-ci à la première. C'est ce passage qui est, bon, c'est pas une introspection personnelle, mais c'est une façon de mettre en perspective l'analyse d'un phénomène à partir d'un individu tel qu'il est, avec là où il vient, et d'une certaine façon, ça accroît la falsiabilité ou la falsibilité du propos. Vous savez, dans les sciences sociales et dans les sciences exactes, pour qu'une théorie et sa mise en œuvre, son implémentation, comme on dit maintenant, soit validée, il faut le rendre falsifiable. C'est-à-dire qu'il faut donner les arguments qui ont permis de faire, par exemple, les tests de laboratoire pour un médicament, les rendre publics, de manière à ce qu'on puisse confronter, ça c'était le problème du docteur Raoult, par exemple, donc on a estimé que ces expériences étaient données. Et enfin, bon, je n'ai pas à me présenter là-dessus, je n'y connais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti. Donc c'est ça que ça veut dire. Et donc j'ai essayé de. Alors tu vas parler d'honnêteté, je ne sais pas, en tout cas, j'espère, mais c'est pas à moi de le dire, bien sûr, c'est une démarche c'était etché au mot, d'une certaine manière, c'est ainsi, tu me passes, que je publie là, c'est la dernière page, c'est ce que tu avais préparé, au moment donc où l'université me chasse car non-haut, le rapport supérieur m'a signifié la fermeture de mon master, enfin m'a rien signifié du tout, ils ont fermé le master sans me le dire sur l'ordinateur, enfin sur le logiciel de l'école.
Et des étudiants qui m'ont dit, un professeur, des copains, vous laissez inscrire l'année prochaine, et le master ne figure plus dans l'offre enseignante de l'université, la chose merveilleuse. Et l'autre poche, merci. Au printemps 2022, mes étudiants m'avertirent que notre programme d'études de master Moyen-Orient Méditerranée n'était plus proposé à l'inscription sur le site de l'école normale supérieure sans que j'en eusse été informé et serait donc subrepticement supprimé au terme de l'année universitaire suivante. C'était le premier acte de souveraineté du nouveau directeur, entré en fonction 4 ans après la nuit d'occupation du 2 mai 2018, l'épisode que je raconte précédemment. Désormais interdit d'enseignement, il ne restait plus qu'à tirer ma révérence en écrivant cette Ecce Homo pour solde de tout compte, nul n'est prophète en son livre. Et donc c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Alors l'un des épisodes auxquels je fais allusion tout à l'heure, bien sûr, est vraiment à l'articulation entre l'existence de l'individu, du survivant qui vous parle, et le travail qu'on fait, c'est la condamnation à mort. Puisque en 2016, j'étais allé faire, à la demande d'une association de prisonniers de la prison de Villepinte, qui est la grande prison de l'Île-de-France, pour les prévenus, pour l'essentiel, pour les condamnés qui sont en attente de jugement, et où il y a un grand nombre de djihadistes. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film qui s'appelle, encore une fois le même titre, Un prophète? C'est un très beau film. Et donc c'était la situation, c'est-à-dire le milieu djihadiste est en train de prendre le pouvoir dans la prison. Donc, imaginons que nous soyons dans la bibliothèque de la prison et non pas dans la salle du couvent. À la place du père Yves-Marie, il y a le président de l'association Tous Ensemble pour la paix, je crois, donc qui est le plus gros dealer de la Seine-Saint-Denis, dont un biceps sur la cuisse. De l'autre côté, donc, il y a le père qui a la messe ce matin, qui est le plus gros braqueur de banque de Paris, et qui tiennent en respect la foule assez diverse. Et au milieu, il y a vous, monsieur aux cheveux déchirants, la petite barbe, vous êtes le principal recruteur djihadiste de Seine-Saint-Denis. Et le braqueur et le dealer en ont marre parce que vous êtes en train de prendre le pouvoir. Alors que eux, à partir de deals respectables, étaient des caïds, si vous les autres. Par votre charisme, vous êtes en train de marginaliser les caïds. Et autour de vous, il y a, alors madame, c'est un des hommes en prison, mais les choufs, les petits drogués, etc., qui sont là fascinés parce que c'est vous qui tenez le propos sur l'islam et la rédemption. Et vous leur dites, évidemment, c'était une bêtise de d'estourbir la vieille, de lui piquer son sac, de tomber, en plus elle est morte, mais c'est pas ta faute, c'est la faute de la société des mécréants qui t'a conduit à la misère. Et ta rédemption est par l'islam. Et comme quand même tu as fait une connerie, pour vraiment une rédemption, tu dois t'engager dans le djihad pour aller tuer les infidèles en Syrie. Donc c'était l'ambiance de la prison. Bon, alors, on m'invite, et je tiens un propos beaucoup plus prudent qu'aujourd'hui, avec un vocabulaire nettement plus limité. Je vais être dominicain, je caser tous les mots que je connais, alors que là, je me restreignais vraiment à un sujet d'un compliment, 3 mots par phrase, 3 syllabes par mot maximum, et 3 lettres par syllabe. Et donc, et ça se passait très bien, et je leur expliquais que j'essayais de faire une analyse en plein Daesh, on était en 2016, donc c'était vraiment, c'était juste avant Nice, c'était avant Magnanville aussi, et donc, non, après Magnanville, et donc, je tiens mon propos, et puis, à la fin, contrairement au père Marie qui lui vous interdit de poser des questions, le dealer qui n'avait pas vraiment la ressource pour animer le débat, plus que dire bon, il va nous parler des gars, avait laissé des questions. Il n'aurait pas pu entrer, mais
paraît qu'il voudrait être dominicain, mais qui a été refusé, il est obligé de jésuite, je ne comprends pas. Et donc, il a l'air d'étonnant à l'entrée. Et donc, le recruteur en chef se lève et dit ouais, bon, parce que je tenais un autre. Je ne disais rien d'offensant particulièrement, si vous voulez, j'avais une analyse de situation. Ni vive Israël, ni le prophète Mahomet est un imposteur, mais rien de tel. Je matter of fact. Et il s'insurge parce qu'il n'avait plus le monopole de la parole. Vous voyez, on avait fait venir quelqu'un d'autre qui s'exprimait très correctement. Et les prisonniers étaient fascinés. Bon, souvent, ils étaient au spectacle, ils se distrayaient de la prison, comme les communicants ce matin. Et donc, il commence à s'énerver. Bon, les gens ne suivaient pas trop, on va pas les adhères déjà fait. Puis à un moment, quand il commençait à me courir, quand même, je lui ai répondu en arabe classique. Rien compris. Donc je me suis traduit en français. Hurlement de rire. Ouais, tu fais le canard devant quelqu'un, il est pour moi, que prophète. Donc la honte, la chose vraiment absolue. Et il part furieux dans sa cellule où il prend son téléphone, car ils ont tous le téléphone en prison, c'est interdit évidemment, mais alors, par exemple, si le frère sera emprisonné, vous pourrez passer au-dessus avec une fronde, vous mettez un gros élastique, un téléphone entre deux trucs à récurer qui peuvent être déjà usagés. Mettez YML, et comme il sera le cahier de la prison, si jamais un autre veut pour lui, il se fait casser la gueule à la récré. Donc, téléphone parce que ces téléphones servent à l'administration à les espionner aussi. Mais bon, en fait, ça doit être ambigu. Soit ils peuvent pas empêcher le phénomène, et c'est aussi une manière de réguler la tension dans la prison. Et donc, on prévient qu'il s'est plaint. Il a dit allô, Daesh, Bobo, quelqu'un d'autre. Bon, et c'est ainsi que je me suis trouvé mis sur la liste des personnalités à abattre, et que le débile qui a tué le policier et son épouse à Magnanville, dont un petit enfant, le procès a eu lieu il y a quelques jours avec un complice, lui ayant été tué. Généralement, on tue les auteurs, et là, à Arras, il n'a pas été tué. Ce qui est très important, parce qu'on va pouvoir faire un vrai procès avec l'individu coupable, si vous voulez. Et enfin, c'est fortement présumé. Et donc il fait une vidéo sur Facebook Live, et il dit oh mes frères, je vais mourir, je vais être un martyr d'Allah, et il faut que vous fassiez pareil, il faut tuer tous les infidèles, d'abord les journalistes, d'abord Gilles Kipel, et puis après il dit une liste d'autres journalistes, le rappeur Bouba, j'étais avec des personnages et donc, moi-même et les autres qui ont été incriminés, on a été mis sous protection policière pendant, en ce qui me concerne depuis longtemps, pendant 17 ou 16 mois, 17 mois, je sais plus. Et une situation assez compliquée, parce que finalement, c'était quand même une période de très très grosse tension. Il y a eu Nice, il y a eu l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray, etc. Donc c'était l'attentat dans les Bonbottes, c'était un peu plus tard. Et Notre-Dame. Et donc, ça aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'était particulièrement chaud, bien entendu. Et alors j'avais une escorte, mais je suis une basse personnalité, j'ai dans une toute petite voiture, genre 307, en fin de vie, puisque 200 000 km au compteur, plus d'amortisseurs. Le CRS qui conduisait arrivait généralement soit des Antilles, soit de Corrèze, n'avait aucune idée de situation parisienne, il avait été entraîné à conduire en seconde pour faire des accélérations fortes. Et le garde devant lequel je vais m'asseoir, le plus grand que j'avais, faisait 2,3 m avec un tout petit torse. Donc vous voyez, dans la 307 ou équivalent, moi j'étais obligé de m'asseoir derrière sur une demi-fesse. Donc ça m'a donné plus de stress, parce qu'un type qui avait une mitraillette aurait fait de la charpie de ces policiers qui étaient payés pour être tués à ma place ou avec moi. Respect. Donc depuis là, on ne trouvera pas que critique de la police ou quelque chose que ce soit, car ils vont sauver la vie. Et donc
m'a donné des sciatiques absolument épouvantables entre le stress et l'antidamortisseur. Et c'est ainsi, du reste, que j'ai fait le livre le plus synthétique et auquel j'accorde le plus d'importance de cette époque, qui faisait un peu le bilan de la mise en perspective de l'ensemble, qui s'appelle Sortir du chaos, qui est paru en 2018. Alors, les gens m'ont dit, après quoi sortir du chaos? On est en plein dedans. On ne comprenait pas que c'était sortir de mon chaos à moi, puisque c'est le seul livre, on m'a accusé parfois, de manière fausse, de n'avoir pas assez fait de terrain. Alors j'étais en Égypte, j'étais dans des banlieues de l'islam, dans la République, j'ai fait tous les pays arabes au monde, les pays des printemps arabes, enfin j'ai fait toujours un homme beaucoup de terrain, mais celui-là, je dois dire, je l'ai écrit en chambre, je l'ai écrit couché. Je ne pouvais pas faire un mouvement tellement la sciatique était douloureuse, et jusqu'à ce que je me rende compte, je pouvais bouger mes bras, mes doigts, ma tête, et puis que Dieu, je ne crois pas, mais c'est pas grave, m'avait donné deux cuisses qui pouvaient se plier sous le coussin pour faire un lutrin. J'ai mis mon ordinateur dessus et j'ai écrit pendant un an ce livre, c'est la seule chose que je faire. Et donc, d'une certaine façon, il y a une articulation permanente entre ce corps dolent, d'une certaine manière, maintenant ça va mieux, pour changer du bois, c'est du bois, c'est du plastique, marche pas. Et même les dominicains sont contents du plastique. Et donc, non, j'ai fait le vidéo. Et donc, entre l'articulation permanente entre ce que je vivais, y compris dans ma chair, et puis ce que je voyais et ce que j'essayais de penser. Donc c'est pourquoi, pour moi, ça avait du sens de raconter, de construire ce récit dans l'articulation entre la chose, le roseau pensant, si j'ose dire, qu'il a produit, qu'un coup de vent pouvait quand même casser, un coup de faux pouvait faucher, et puis ce qui se manifestait à l'extérieur. Et en effet, je me suis heurté très régulièrement à l'institution, qui n'aimait pas cette manière de faire. Bon, j'ai fait ma carrière, je suis professeur d'université, classe exceptionnelle, je suis au sommet, on ne peut plus m'emmerder pour rien, je ne peux plus me justifier de quoi que ce soit, mais il y a toujours la volonté de me mettre dehors, parce que ça n'est pas ça n'est pas vraiment mon objet de considérer d'abord qu'il faut faire attention aux modes universitaires avant d'écrire quelque chose. Et c'est ainsi que je me trouve, une fois expulsé, bon ça m'est égal, de toute façon j'ai là bientôt prendre ma retraite, mais le fait la manière dont les choses se passent est assez significative de la prégnance dans le monde universitaire aujourd'hui, cette espèce de, je n'ose pas dire dans cette enceinte de religion, de fausse religion, qui est le wokisme. C'est-à-dire que l'idéologie prend le pas sur l'analyse des faits sociaux. La vérité est énoncée d'entrée de jeu, tout à trac, si vous voulez. La vérité, c'est qu'il faut détruire la mise en récit, du colonialisme, de l'exploitation. Les Lumières ne sont que le début du développement impérialiste. L'universalisme en masse, en réalité, des discriminations spécifiques dont les femmes, les gens de couleur, ceci, cela ont fait l'objet essentiellement. C'est une essentialisation du monde qui est cassée, fragmentée en petits groupes. Du reste, ce qui fait la joie du capitalisme mondialisé, puisqu'il n'y a plus le travail face au capital. Il n'y a plus qu'une multiplicité de groupes parcellarisés dont la publicité favorise l'exacerbation. Donc, moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça et je n'ai jamais eu envie de fonctionner comme ça, considérant que ma vocation, si je veux dire, parrainaise, dire le bien d'une certaine façon dans l'Église, ça consistait à m'adresser par-delà mes simples, mes collègues, simplement les comités d'évaluation dont je ne peux rien faire aujourd'hui, à un public global, parce que j'avais reçu ou j'avais construit des instruments qui me permettaient d'analyser un certain nombre de défis que nous rencontrions. Ce qui s'est passé à Nice, de Farlefoy, ce qui est en train de se produire aujourd'hui en Israël, c'est pour ça que je suis tout le temps à la télévision. Outre l'article désagréable de la Croix,
Il y en a eu un autre, tout simplement, qui est dit il y en a marre, où est le pluralisme, on le voit partout. Donc, un problème qu'on a dit qui ont, c'est pas moi qui oblige les télés ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est parce que j'essaie d'être très attentif à fournir une explication cohérente qui s'adapte, bien sûr, à l'évolution des faits, et non pas à prononcer des jugements de valeur. Mon propos ne se veut pas normatif, même si j'ai mes propres valeurs, donc je n'ai pas mystère, si vous voulez. Mais ça n'est pas ça qui est dans, c'est pas parce que je suis laïque, baptisé à l'église Notre-Dame du Port, je n'ai pas fait grand-chose, hein, mais, etc., que c'est pas au nom de ça que je m'exprime. Je n'ai pas raison de le cacher, mais j'essaie justement de mettre ça en lien, en résonance avec l'itinéraire cognitif qui a été le mien. C'était ça mon point de vue, et c'est pour ça que je suis aussi très désireux du dialogue. Je sais pas quoi, entre 2 et 3 débats par semaine en ce moment, face à face, comme ça, à travers toute la France et autres. Et dans des milieux très divers, hein, j'y suis très, très attentif, parce que d'une certaine manière, j'ai passé une vie d'universitaire, mais pas de toute façon l'université ne veut plus de moi, puis en fait, au fond, je les emmerde, disons la chose qu'elle est. Au fond, je suis en train de me transformer en intellectuel public. On appellerait ça en anglais, pas ça. Mais en ayant un fondement universitaire. Je ne vis pas un cachet que me donnerait la télévision pour être chroniqueur. Ce n'est pas du tout mon objet. Il ne faudrait pas que je dise du mal de C, machin chose, ou de B, truc, ou de F, chouette. Donc c'est un peu ça l'objet. Et là, par exemple, je me sens aujourd'hui très, comment dire, pas contraint, mais je sens une nécessité de préparer un autre texte qui reprend, qui met en perspective ce que je raconte de partout, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Que s'est-il passé le 7 octobre? Pourquoi y a-t-il et comment fonctionne la répression aujourd'hui israélienne sur Gaza? On peut en parler si vous voulez. Comment est-ce que le futur proche peut s'envisager? Quelle est la signification des réactions en France? Pourquoi est-ce qu'on a une manif contre l'antisémitisme dimanche dernier dont on dit c'est formidable, il y a eu 100 000 personnes? Peut-être pas. Il y avait à peu près personne qui avait moins de 50 ans et qui n'étaient pas issus de la classe moyenne et supérieure française traditionnelle. Et je veux dire, plaisanter au frère tout à l'heure, c'était un peu comme à la messe, à part qu'il y avait plus de juifs qu'à la messe. Mais c'est la seule ironie, je serais permis. Et donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est un enjeu, un va-et-vient qui me semble nécessaire dans le travail, dans le positionnement de ce qu'est un intellectuel dans la société française aujourd'hui. Si c'est un travail solitaire, ça m'est indifférent. Je préfère, si vous voulez, être en dialogue avec la société et ses diverses composantes, que être dans l'entre-soi avec des universitaires qui aujourd'hui se sont mis en crise, me semble-t-il, face à cette question. Et nous avons eu déjà, tous les deux, et puis peut-être les frères aussi, quelques conversations. Et je vais te citer dans un de nos échanges sur quelque chose qui m'a marqué, une phrase toute simple. Mais avant, je vais lire un passage du livre. D'Assiout à Clichy-Montfermeil, de Kerbet à Jose à Sidi Bouzid et de Lunel à Bradford, mon itinéraire dans le dur des situations concrètes, au contact des individus de toute persuasion, n'était pas vraiment celui d'un sociologue en chambre qui aurait traqué du religieux, et seulement cela partout, dans une sorte d'extase anticléricale. Face à la mort semée par Daesh, il demeure plus que jamais nécessaire, on est en 2016,
de comprendre et d'interpréter l'articulation de la pensée militante et des faits sociaux, ce qui suppose de combiner lecture des textes, autant que possible à la langue originale, et observation sur le terrain. À partir du moment où l'on se substitue aux écrits des idéologues, parce qu'on est incapable de les lire, qu'il s'agisse des textes fondateurs d'un Koch, d'un Azam, d'un Zawahiri, d'un Zawahiri, d'un Souris, ses propres fantasmagories sur ce que devrait être la société, on s'expose à une royale ignorance qui produit du mensonge par omission. Alors, à partir de ce texte, au moment où tu as dit « je suis en guerre », et évidemment, tout de suite, on pense à condamnation, invitation, le fait que tu étais sous surveillance, etc., les difficultés que tu avais, mais je me dis, au fond, si le mot guerre, par exemple, on le donne comme combat, du trotskisme dont tu es issu en quelque sorte, en tout cas, il y a quelque temps, voilà. Mais je pense qu'il y a, je le vois dans les livres, en tout cas, quelque chose qui est de cet ordre-là. Et en ce moment, on en parlait, l'université est dans un tel état qu'au fond, il n'est plus possible d'y faire ce pourquoi elle a été inventée. Hein? Et donc, je me dis, au fond, est-ce que ton attitude aujourd'hui n'est pas celle d'un combattant, au fond, de quelqu'un qui va prendre en charge cette question que tu as étudiée sur le terrain, avec des arguments forts, et dans la médiation à laquelle, particulièrement en ce moment, mais à d'autres moments que tu as eu et tu as, au fond, de pouvoir, et bien justement, livrer ce combat, on va dire, nécessaire, si le mot n'est pas trop fort, hein, mais en tout cas, qui recherche une certaine efficacité pour toucher les intelligences afin de leur amener quelques lumières qu'elles n'ont pas par ailleurs. Voilà, je sais pas. Pour résumer cette invocation, j'ai appelé ça un djihad épistémologique. Et oui, un peu ça, oui, jeu de mots sur la royale ignorance, Olivier Roy, évidemment. Oui. Mon adversaire de tant d'années, qui est un Jimbo, qui, c'est un peu bon, mais qui fonctionne avec cet apophthegme qui me semble le contraire du savoir. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour étudier l'islam en France. Et bon, déjà, quand on dit qu'on se prétend sachant, disons, commencer une proposition par ça ne sert à rien de connaître, il faut quand même être sûr de ce qu'il y a derrière. Et par ailleurs, c'est un postulat qui est complètement faux. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes ne parlent plus arabe. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'ils entendent à la mosquée, ce qu'a entendu Brahim Issaoui, là aussi, qui a poignardé des paroissiens de la basilique, il parlait arabe, hein, il parlait à peine français, mais que celui qui a conduit le camion, je ne sais pas quel est le niveau de son arabe, il parlait son dialecte tunisien, ça n'a l'importance. Qu'est-ce qu'il voit sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il entend à la mosquée? C'est un métadiscours qui est en arabe, qui est dans la langue sacrée, et qui va lui dire que c'est licite, le sang des koffars est licite. Dans le koffar, halal, on a le droit de tuer les mécréants, on a le droit de piller leurs biens, puisque c'est l'interprétation la plus rigoriste de la charia qui prévaut, et qui comme telle, rend nécessaire de se désavouer avec, ce qu'on appelle la bara'a, de la société française et de ses lois impies, etc. Donc, tout cela est formulé par des imams qui sont des locuteurs de la langue qui connaissent le Coran et qui se prévalent justement d'un accès à celle-ci pour s'imposer comme les exégètes uniques, si vous voulez. C'était l'histoire qui m'a opposé à un monsieur, donc, dans la prison, qui d'ailleurs n'était pas trop, qui connaissait le dialecte marocain, mais il n'était pas trop
grâce à son aide en classique, mais qui, au nom de ce savoir supposé face à des choufs complètement ignorants, qui ne connaissaient que le verlan, avait du coup une aura exceptionnelle. Et ce qui m'a condamné, c'est que justement, je connaissais l'arabe. Ça a été ma condamnation à mort est venue d'une connaissance qu'il fallait éradiquer parce qu'elle portait atteinte au pouvoir du djihadiste. C'est exactement ça qui s'est produit. Alors évidemment, il n'allait pas condamner à mort Olivier Roy, qui ne savait pas ce qu'il disait, il était même très content qu'il soit là. Et ça, c'est un enjeu absolument incroyable. Pourquoi ça marchait si bien? Pourquoi est-ce que Roy et les autres ont eu tous les financements de l'Union européenne et pas moi? C'est parce que ces interlocuteurs, les journalistes, les préfets, les universitaires, les gens qui affectaient les crédits, etc., eux-mêmes ne connaissaient pas l'arabe. C'est pas leur métier, je ne leur reproche pas. Mais comme les questions islamistes en France est devenu un enjeu central de la société, ils se sentaient fondés à en parler. Et il leur disait, mais vous êtes parfaitement fondés, il n'y a pas besoin de savoir l'arabe. Les peines vous emmerdent. Vous et moi, on fait bien, c'est la sociologie de base, très bien, vous avez d'accord, hop, on comprend, et on vous met 10 millions d'euros, 30 millions d'euros, des sommes énormes, y compris un gars qui était un compagnon de route des frères musulmans, qui s'est servi de l'argent européen pour faire venir ici un des tueurs d'Ansar el-Islam dans la banlieue de Jaish el-Islam dans la banlieue de Damas, qui a liquidé la plupart des avocats démocrates syriens qui avaient fait l'erreur de chercher refuge hors de l'atteinte d'un régime par ailleurs monstrueux chez les djihadistes qui les ont liquidés. Il a été inscrit en doctorat à l'université d'Aix, dénoncé en Allemagne, et les flics l'ont arrêté et les avocats payés par le Qatar probablement sont en train d'essayer de le faire sortir. Enfin, c'était plus difficile en France aujourd'hui. C'est les institutions qui fonctionnent quand même. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est le parquet national antiterroriste, avec des magistrats extrêmement doués, extrêmement sophistiqués, et qui font que quand quelqu'un a été impliqué dans une affaire islamiste, il est condamné. Alors qu'en Belgique, un avocat payé par un pays du Golfe, le Qatar par exemple, star du barreau, détruit l'argumentaire d'un parquet qui est à la peine et qui ne sait pas s'il parle flamand, français ou autre, généralement. Et donc, le renseignement s'est considérablement amélioré aussi. On est tombé au plus bas en 2012 lors de l'affaire Mera, qui est le début du djihadisme de troisième génération en France. Ces termes sont familiers, je vous renvoie au livre, alors je n'ai pas acheté en partie. Parce que en 2008, par exemple, je traduis en français les pages essentielles du manifeste de ce que va devenir le djihad de troisième génération. Ce qui va devenir Daesh, il y a un peu de flair, mais si on trop tôt, c'est prêché dans le désert, ça tombe point. Et quelqu'un qui s'appelait Abou Moussa al-Souri, un Syrien francophone, frère musulman radical, qui a fait des études en France, et dont j'ai appris ultérieurement, il était à Jussieu, au moment où Gilles Deleuze était le gourou de l'intelligentsia française et des facs, et en particulier avec sa théorie du rhizome révolutionnaire, c'est-à-dire que face aux partis communistes traditionnels et autres, après 68, peut-être il y a petit ancien 68 ans, très ancien 68 ans pour moi ici, vous avez 13 ans, en fait, il fallait que ouvriers, étudiants, paysans, etc., se révoltent, accomplissent des actes de violence contre l'autorité, contre le fascisme capitaliste. Donc, il y aurait une répression massive, et cette répression susciterait la solidarité de la société, on débarrasserait du capitalisme. Enfin, quand on relit Michel Foucault, Deleuze ou d'autres avec un peu de recul, on est quand même assez effaré de ce délire. Et ça s'est traduit par des gens qui sont passés à l'acte, notamment la gauche prolétarienne. Et donc c'était cette espèce de rhizome, si vous voulez. Et Souris prône un peu la même chose, c'est-à-dire un djihadisme en réseau, et non plus pyramidal comme Al-Qaïda, où il faut prendre son camion, prendre son
son véhicule, un couteau, et aller poignarder des infidèles, les écraser en voiture. Ça, tout ça, c'est très clairement écrit là-dedans. J'ai publié ça en 2008. Donc ça passe, c'est vraiment prêché dans le désert. Et ça tombe dans l'oubli. Et en 2012, Mera fait exactement ça. Il explique qu'il faut tuer les apostats, c'est-à-dire des musulmans européens qui ont revêtu l'uniforme militaire ou policier français parce qu'ils ont trahi l'islam. Il faut tuer les infidèles et surtout les juifs parce que le combat anti-israélien était un apanage du nationalisme. Il faut que nous, les islamistes, on le récupérions parce que ça permet d'attirer à nous, y compris des Arabes non islamistes. C'est le processus qui se déroule en ce moment, à l'être près. Et, 2012, Mera, il commence par tuer des apostats, entre guillemets, des soldats qu'il croit musulmans, certains le sont, comme Imad Ben Ziaten, d'autres sont antillais, mais ils croient que c'est musulman, à Montauban. Et ensuite, il va tuer les élèves de l'école juive aux Aventora et là, leur professeur à Toulouse. Et c'est exactement alors, il n'a pas pu sourire, probablement. Mera était un débile qui ne pouvait lire ni le français ni l'anglais, ni encore moins l'arabe, le français peut-être un peu. Mais c'est pas grave, parce qu'on est déjà dans le monde des réseaux sociaux. Et donc tout ça est mâchouillé par les likes, les retweets, je ne sais pas comment on dit maintenant, les re-X, etc. Et il est imprégné déjà, c'est l'atmosphère qui commence à se mettre en place, sans même, il ne cite pas, vous savez, souris, page 25, traduction par Gilles Kepel, non, il en est imprégné et il le met en œuvre. Le patron de la DRCI à l'époque, dit le squal, M. Squarcini, qui chaque fois que je vois un criminel menacé d'un procès maintenant, il le fait moins, puisque comme il est très lui-même des soucis judiciaires par rapport à la consommation peut-être de caviar et de vodka un peu excessive, c'est une métaphore, évidemment. Donc il est plus calme. Et il a dit cette chose terrifiante qui est, pour les impôts que nous payons pour avoir un enseignement de qualité, c'est un loup solitaire, circuler, il n'y a rien à voir. Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, lorsque le gang de Roubaix, qui est un gang islamiste, est détruit, il va dire aussi, en 1996, si je me souviens bien, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ni l'islamisme, ni ça, c'est du pur banditisme, c'est fini. Bon, après, il a fait sa contrition de foi, mais bien après. Et là, il y a le décalage entre les pouvoirs publics au plus haut niveau, parce que ne pas avoir compris Mera, ce qu'était Mera en 2012, en plus on a l'élection présidentielle, donc à un moment où Hollande est élu avec 90% des voix des gens qui se déclarent musulmans, enfin, en tout cas qui votent contre ça, qui lui-même avait siphonné le Front National en l'élection précédente, en 2007, après les émeutes de 2005, alors qu'il avait abondamment flirté énormément avec l'UEF, pensant que c'était des musulmans conservateurs, donc il allait voter à droite. Ça, c'est les signes solides de la politique. Nous avons aujourd'hui l'aboutissement avec LFI et ses positions pro-islamistes. Mais en 2019, Mélenchon, nourri de franc-maçonnerie trotskiste, est passé les Proche-Orient à l'UEF, c'est un truc assez extraordinaire. Bon, c'est toujours un prix à payer pour ces choses-là. Et donc, moi justement, là, je suis très désemparé, parce que le texte existe, il suffit de lire ce que j'ai écrit sur Souris quelques années auparavant. Mais ça ne percole pas, parce que le loup solitaire, c'est l'Olivier Roy. Il y a eu les brigades vertes, les brigades rouges, les brigades brunes, tout ça c'est le kiff-kiff bourricot, il y a de la radicalité, ça c'est l'enjeu, il faut bien que jeunesse jette sa gourde, mais on prend la boîte à outils qui est disponible, une fois c'est marxisme-léninisme, une fois c'est l'extrême droite, une fois c'est l'islamisme, tournée musique, etc. Or, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de tuer le patron des patrons allemands ou italiens dans la
fraction armée rouge ou bien les brigades rouges, Waldo Moro, Hans-Martin Schleyer, et d'aller tuer les élèves de l'école Ozar Torah ou de poignarder les paroissiens de la basilique de Nice. Vous voyez. Et ça, ce sont des alliances différentes, ça mobilise des registres différents, ça fonctionne selon des critères qui ne sont pas les mêmes. On peut dire effectivement que le prolétariat aujourd'hui en France est majoritairement de confession musulmane. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on ne comprend pas comment se construit la mobilisation, on n'a rien dit. D'ailleurs, c'est ce que les filles essayent de faire pour contrôler les voix des quartiers et obtenir des municipalités lors des élections municipales suivantes. Donc, tout ça, chez moi, est né quand même avec 40 ans de recul, si vous voulez, a suscité une assez grande frustration par rapport à la fois au monde universitaire. Alors, je ne vais pas dire que je ne suis pas écouté par les pouvoirs établis. Je connais bien Hollande ou Macron qui m'ont commandé des rapports, mais chaque fois qu'ils en ont fait, ça a été comment dire, les aides ou les autres ont tiré le tapis sous le pied, ça a été foutu à la poubelle. Je raconte comment le pauvre Valls a mis à la broyeuse un rapport que je lui ai rendu en début 2015, juste au moment de Charlie Hebdo et de l'hypercacher et avant le Bataclan, mis à la poubelle. Parce que c'était pas bien d'expliquer que la recherche française faisait fausse route sur ces questions. Parce que ça heurtait les intérêts acquis. Du coup, on s'est retrouvé, si pardonnez-moi l'expression, à poil, face à ce genre de défi. Vous voyez. Et bon, quand Macron parle de séparatisme, évidemment, on en a parlé avant, c'est des choses que je lui ai inspirées, je pense, mais et ce qui tombe assez juste. Le discours de Muro, c'est 14 jours exactement avant la décapitation de Samuel Paty. Mais vous avez la différence entre la prise de conscience et la nomination assez juste par le président de la République de ce qui se passe et la capacité de la machine à le, c'est difficile, mais à le prévoir et à le contrôler comme tel. Autre exemple qui revient à la langue. Donc, après le séparatisme, je vois son directeur de cabinet et je lui dis, mais est-ce que vous avez pensé à faire traduire le discours du Muro en arabe, même en anglais? Ah non. Bon. Alors, du coup, ils ont honte, ils le confondent au Quai d'Orsay, qui met une dame peut-être libanaise ou chrétienne orientale qui ne connaissait pas le vocabulaire islamique pour la traduction, c'est une catastrophe, c'était inutilisable. Et donc, on s'est fait flinguer complètement dans le monde arabe comme islamophobe. Le New York Times, le Washington Post, ils sont allés de leur francophobie habituelle, du fort bashing habituel, parce que rien n'avait été fait pour se projeter dans ce genre de situation. Or, modestement, je pense que j'avais les clés et les concepts pour utiliser ça en arabe ou en anglais et déconstruire l'offensive. Mais, au fond, la marginalité de l'universitaire Vox clamant sans déserto, d'une certaine façon, s'est traduite par des effets de déperdition considérables. Bon, on le voit toujours aujourd'hui. Ça ne m'est pas un problème, je vis ma vie correctement, j'ai même résisté à une explosion au gaz dans mon appartement à Paris le 21 juin, donc s'il trouve, je suis pour l'instant immarcessible et adamantin, comme dirait le Lequin. Mais c'est vrai que ça me donne un sentiment de gâchis assez terrible. Et face à cela, effectivement, j'ai décidé maintenant de combattre. De toute façon, je suis, comme on dirait, cornérisé par l'université qui me fout dehors, qui me pousse en anticipation, une prolongation de très tard, je m'en fous, c'est une fois qu'on dit. Et puis, je crois que c'est un peu renseigné par ailleurs. Mais quand c'est un mécanisme trop contraint, la seule chose qui est intéressante, c'est qu'on s'adresse à la jeunesse. Et précisément, les nouveaux sophistes du woke veulent me faire voir la ciguë.
mais je ne suis pas du tout déterminé. J'ai compris, j'ai lu mon Socrate, j'ai fait de la philosophie. On approche de la fin. Et tu sais, tu vois un peu, tu connais un peu les dominicains, on l'a rencontré. Et tu sais qu'on a un apport particulier vis-à-vis des questions de la foi. On est justement né dans cette tradition universitaire, on y a même largement contribué. En fait, aujourd'hui, c'est Saint-Albert le Grand. Donc, j'ai connu le nom quand j'ai entendu parler du Père Lequin, pas de Arlequin, mais du Père Lequin chez vous, grâce à Christian aussi présent, je remercie encore, aussi à Oron cet été. Pour moi, le Père Lequin, c'était un traducteur d'Aristote, dont je pensais qu'il était mort depuis longtemps. Charnière 19e, 20e siècle. Tout d'un coup, ça doit être un homonyme. Donc c'était lui, qui est en plus traducteur d'Aristote, ça va un peu du reste. Du coup, nos correspondants, c'est très compliqué. Je lui envoie des SMS en latin et en grec ancien. Le problème, c'est que les correcteurs automatiques refusent le latin. Donc, ils le remettent automatiquement en italien, au moment où il passe mon temps. En plus, les doigts de sanglier trop gros pour appuyer sur le 2-5. Alors, quant au grec ancien, c'est catastrophique parce que c'est écrit en grec moderne. Donc, c'est une espèce de langue hybride qui est entre, c'est du palatin et du grec de la chute de Byzance, à peu près. Voilà, nous en sommes. Pour l'expliquer hier, en grec ancien, je suis dans le tramway et j'arrive à l'église où j'ai reçu le Saint-Baptême, dont je n'ai pas fait grand-chose. Ça m'a pris quand même un certain temps à corriger. Puis entre-temps, j'ai changé de station. J'ai su, c'est-à-dire nosocomium pour l'hôpital, le machin, l'orphelin, etc. Alors, en tout cas, ça va être une belle conversation, et latine et grec, comme on a vu. Oui, dans le grec du machin, le téléphone. Alors, nous d'abord, dans cette approche, on va comprendre les questions que je vais poser. Il y a dans la Bible un livre, donc je parle ici de la traduction française, c'est le dernier livre de la Bible, et dans cette Bible, il y a un titre que n'ont pas d'autres langues. Il se trouve qu'en France, on a choisi de conserver le titre qui est une transcription du grec, Apocalypse, qui a donné Apocalypse. Dans le livre en anglais, c'est le livre Book of Revelations, c'est le livre des révélations. Or, Apocalypse, c'est la révélation. Il s'agit de révélation. Et là, ce qui m'a intéressé quand j'ai étudié ce livre, c'est qu'il a été écrit, ce livre, on l'estime, à une période où, finalement, les chrétiens sont plutôt en paix. Ça se passe plutôt pas mal pour eux. Et ce livre décrit des combats terribles, effrayants, etc. Alors, la question de l'exégète qui examine ce texte, enfin, mais qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de se dire dans une communauté chrétienne en lisant ce livre, au fond, en le proclamant, en l'examinant, etc. Et là, il dit, voilà, ce qui se passe dans ce livre des révélations, c'est que, j'en arrive à la dernière question, c'est que ce que veut dire l'auteur, c'est qu'est-ce qu'il va révéler? C'est que les chrétiens sont en paix, mais il y a de très grands combats qui se mènent et qu'ils ne voient pas. Ils ne les sentent pas. Et de manière imagée, symbolique, en s'aidant notamment de l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'images qui nous viennent de l'Ancien Testament, les grands prophètes de l'Ancien Testament, donc il va montrer, non, ces combats se mènent toujours. Il y a des grands combats. Soyez attentifs. Cette paix, elle est illusoire. Et je vais vous montrer de manière symbolique que ces grands combats se mènent. Et ça me renvoie à la question que posait notre âme, enfin Jean, à la fin de nos entretiens. Il disait, mais finalement, alors, comment juger de cette époque? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment, voilà. Et je me dis, en t'écoutant, lisant ce livre, et d'autres d'ailleurs, un livre que tu as écrit, en plus, je ne compte pas les articles et tout le reste. Enfin, voilà. C'est la synthèse. C'est la synthèse, voilà. Et vous lirez là-dessus, je ne prends pas forme de parole et tout, c'est dans le livre, voilà, tout se procurer. Mais, me dit au fond, quelle serait aujourd'hui ton analyse, c'est-à-dire, voilà, comment aujourd'hui être éveillé, je ne sais pas comment dire, quel sentiment nous devrions en quelque sorte avoir, pas avoir un sentiment, chacun le sentiment qu'il a, mais à quoi pourrions-nous être attentifs au fond dans la période que nous vivons, hein, sans être finalement ni optimistes ni pessimistes, mais au fond d'être des êtres humains qui sont attentifs à leur temps, à ce qu'ils vivent. Il est fort, hein, quand même. C'est pas mal, ça veut dire, on dirait le type qui a traduit Aristote. On fait ça. Quand on va aux copains, j'ai de la publicité pour la
restaurant du côté de l'église, j'ai découvert qui est génial. C'est pas à ce niveau, hein, c'est plutôt de terre à terre. Mais donc, oui, très fort. Alors, écoute, moi je vais te dire ce que j'ai touché tout, c'est très intéressant. Parce que je n'avais pas pensé comme ça, parce que je sais pas que la culture chrétienne se limite au sel qui avait été mis sur ma langue à Notre-Dame-du-Port quand j'avais 2 ou 3 ans, puisque mon arrière-grand-mère, originaire du village de Gorbio, au-dessus de Menton, ne peut pas supporter qu'il y ait dans sa descendance un non-baptisé. C'était la honte au bled, si je veux dire. Et donc, profitant de ce que j'ai été confié par la misère de mes parents, enfin ma grand-mère institutrice Annie, mes parents communistes étaient loin, on m'a fait baptiser, ce qui permet qu'aucun accepte le catéchumène, enfin, limite, borderline. Et donc, ce n'est pas de culture, cette culture chrétienne dont tu viens de donner une démonstration éblouissante. Alors, 2 remarques, une en français et une autre en grec. Ce que j'essaie, la manière dont j'essaie de me situer pour répondre à cette question, car il m'a dit ce que je faisais mais que je n'avais pas vu. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas, enfin tout ça, c'est pas bon, c'est une personne parabole, hein, évangélique, vivante, c'est la clairvoyance. Et je m'efforce, peut-être, je sais plus quoi, dans un débat avec Amin Mahalouf, parce qu'à propos de son livre qui vient de sortir, L'Environ des égarés de serviteur, un journaliste me dit, enfin c'est un coq, Amin Mahalouf n'a pris une seconde puisqu'il est débordé par ses nouvelles fonctions, vous imaginez. On ne s'est pas vu, franchement depuis longtemps, mais c'était des mélanges par web. J'ai eu davantage travaillé, je pense que lui, mais moi j'ai pas grand-chose à faire. Et la journaliste dit, Amin Mahalouf se considère comme pessimiste mais pas désespéré. Et vous? Je dis, alors je ne peux pas le contrarier vu sa fonction, mais je dis non, oui, c'est peut-être la même chose, mais je me conditionne, ça vous dit peut-être la même chose, mais je le définirais de manière différente comme un optimiste clairvoyant. Alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire clairvoyant en grec, il y a une manière de faire ça, mais je crois, paradoxalement, je crois en l'humanité. Et je ne suis pas pessimiste. Je dis, mais je ne suis pas né au Liban. Je suis né, enfin, ici, mais mon père venait de Tchécoslovaquie. Quand j'étais gosse, c'était mort. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la République tchèque et prospère. Et donc, il y a un sens de l'histoire, alors que le Liban s'est effondré. Et que, je n'arrive plus à aller au Moyen-Orient. Ça me met dans un tel état de désespoir par rapport à ce que j'ai connu quand j'avais 20 ans. C'est épouvantable, que ce soit la démographie, la destruction du paysage, les guerres, enfin, il y avait ces choses hallucinantes lors du sommet arabe et islamique qui dénonçait le génocide à Gaza. Vous saviez, Bachar el-Assad au premier rang. Oui, c'est quand même ça, c'est tout le monde est bon. Alors, maintenant, pardon. J'ai pas pu aller avec une deuxième de mes signatures de la Goubet en dépit du fil permanent de la Christian Giraud, qui est dit, je suis en train de crever, je dis, oh, tu me fais des blagues, fais-toi un choc, ça va prendre l'aspirine, viens tout de suite. Donc je tousse un peu pour qu'il voit que 3 semaines après, c'était une maladie très grave dont je n'ai réchappé que grâce aux prières incessantes qui m'a recommandé au Seigneur, dit, je ne mérite pas de sourire, mais question pour montrer à Giraud que c'est quand même vrai. Il faut quand même bien souffrir pour que Christian, prénommé ainsi, le croit. Donc, je savais qu'on faut arrêter de tousser. Et merci. Donc, sur l'Apocalypse, alors moi, je le percevais peut-être un peu différemment. Calypto, en grec, ça veut dire caché. Et ceux qui ne connaissent pas l'Apocalypse, cette région, connaissent au moins l'eucalyptus. C'est l'arbre qui cache bien, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'ombre. Et, je vois comme c'est vrai, comment ce que tu crois. Et donc, c'est pas de la maladie de complaisance, c'est un certificat médical de complaisance. Et donc, apocalypto, c'est-à-dire, c'est ce qui fait voir ce qui est caché. Donc, ça donne la révélation. Mais révélation, d'une certaine manière, sur le révélateur photographique, mais la révélation est tellement surchargée de connotations, déjà que, du coup, on ne comprend plus le sens
le sens premier. Et en effet, d'une certaine manière, tu peux dire que de ce point de vue-là, mon travail est apocalyptique. Mais il ne faut surtout pas que je le dise, sinon, comme on dirait en dialecte, à Gordio, mon arrière-grand-mère était apocalyptique. Et on disait en dialecte, règle des accidents, c'est-à-dire, elle, vous comprenez, c'est pas besoin de traduire. Ici, au moins, je peux m'exprimer dans ma langue naturelle que je ne connais pas. Je suis en train d'essayer à apprendre. Il y a y avoir 4 locuteurs qui restent dans la. Et ils sont rarement niveau superlequin en grec. Hein, donc, tu ne sais pas, c'est un peu compliqué d'avoir plus que l'âne, la chèvre, etc. Et les outils pour le jardinage, le bagaillon, etc. Et donc elle prêchait les accidents qui étaient arrivés, ce truc apocalyptique. Et effectivement, c'est ça. J'essaye de montrer ce qu'est, me semble-t-il, c'est une mise en garde, d'une certaine façon, une mise en perspective. Et peut-être est-ce que justement le succès que librairie, en tout cas, que rencontrent les libraires acceptent de mettre le livre dans la vitrine, parce que je me heurte à toute pas seulement l'université, mais tout le monde de la librairie est globalement un monde un peu gauchiste, et qui considère que j'ai franchi des tabous qui sont inacceptables. Et autant la FNAC, même la ligne, souvent le livre, il y a un certain nombre de librairies qui en mettent un ou deux, mais qui ne souhaitent pas le promouvoir parce qu'ils considèrent que je suis un ennemi de l'humanité, décrit comme tel par ces familles, ce qui je ne crois pas être le cas d'ailleurs. Et en fait, c'est quelque chose dont je crois le public est de plus en plus conscient. Mais paradoxalement, je me demande dans quelle mesure, en même temps que la révélation, c'est la clairvoyance veut dire attention à ce qu'on fait, parce que si les élections avaient lieu aujourd'hui, qui serait élu la présidence de la République? Vous l'avez entendu comme moi. Enfin, on dirait qu'elle est allée l'autre jour à la manifestation contre l'antisémitisme et que c'est Mélenchon qui joue aujourd'hui le rôle du vilain, que les élections n'ont pas encore lieu aujourd'hui, etc. Mais paraît-il, c'est quelque chose qui est plutôt plus sensible qu'un certain nombre de députés Rassemblement National sont des anciens LR qui vont peut-être y revenir. Enfin, quand on vaut bien une messe, c'est autre chose. Mais justement, il me semble, après chacun votera comme il voudra, mais il me semble que dans la conjoncture actuelle française, il est très important d'être clairvoyant, c'est-à-dire d'être à peau pour parce que si on est apocalyptique, on est effrayant. Donc, c'est pas non plus des choses cachées depuis la fondation du monde, ça c'est des complotistes, mais d'essayer justement, si tu trouves un meilleur mot que clairvoyant, si possible d'origine grecque, ça sera plus chic. Clairvoyant, ça fait un peu. En anglais, clairvoyante, ça veut dire illusionniste. On s'appelle. On s'appelle, oui, c'est ça, oui. Non, c'est que celui qui. Enfin, je sais plus, enfin, c'est quelque chose comme ça. Un alimenteur, ça. Voilà. Que dire d'autre? De faire vivre la librairie. Voilà. Merci infiniment. Merci. Vous étiez vous pensez qu'il n'y aurait personne. D'abord, la salle est pleine. Donc, finalement. Le livre est en vente. Il est dédicacé par Gilles évidemment. Par Gilles Pépin, donc n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore. Pensez aussi que les dominicains n'ont même plus de quoi avoir des et si vous lui donnez au culte aussi, ça pourra éviter les fuites d'eau. Voilà, et si vous grand merci aux éditions Rue des Anges d'être présents, avec les livres du Père Lequin aussi, voilà, dont la poésie d'Aristote, c'est la belle époque, voilà, qui aussi dédicacée. Voilà, bonne soirée à chacun et à chacun. Merci.
Voilà une superbe conférence, merci beaucoup. Donc, pour le livre de Gilles Kepel, Prophète en son pays.